Bonjour à tous, merci d'être venus avec moi juste avant de manger pour cette conférence sur les micro-front-end hypermédia avec HTMX. Je ne sais pas combien d'entre vous connaissent ces concepts-là, mais je vais essayer de tout expliciter au fur et à mesure. Donc c'est parti. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais faire une petite introduction. On va imaginer une entreprise fictive qui développe une application fictive de réseau social. Et comme la plupart des applications de réseau social, on va avoir un feed qui va être en fait une collection de contenus postés par les utilisateurs. Donc on va pouvoir imaginer, je ne sais pas, du texte, des vidéos, autre chose, n'importe quoi. Et ce feed, il est basé aussi sur un algorithme de sélection. Donc on ne peut évidemment pas voir tous les contenus qui existent sur la plateforme, il y en a trop. Donc il y a un algorithme qui choisit ce qu'on va voir, nous, en tant qu'utilisateurs. Et cet algo, il est basé notamment sur les interactions des utilisateurs. Est-ce que je lis tel post? Est-ce que je commande tel post? Est-ce que je passe beaucoup de temps à regarder tel contenu, etc. Évidemment, c'est un réseau social, donc on a aussi une forte importance du profil des utilisateurs, qui va nous permettre de dire qui on est, éventuellement peut-être qu'on cherche du travail si on est sur un réseau social professionnel. On va pouvoir mettre en avant notre expertise, etc., ou tout simplement nos loisirs, selon ce qu'on va avoir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, évidemment, dans une application de réseau social. Et enfin, c'est également une application qui propose une fonctionnalité de chat, de conversation instantanée. C'est également une fonctionnalité qui est quasi présente sur tous les réseaux sociaux. C'est aussi un facteur de rétention sur la plateforme, puisqu'un utilisateur qui voudrait éventuellement rester joignable va régulièrement venir sur la plateforme pour voir s'il n'a pas des messages, etc. Et cette application, du coup, on voit qu'on a 3 features essentielles, il y en a peut-être d'autres dont je ne parle pas, dans cette histoire un peu fictive. Et ces 3 fonctionnalités, elles n'ont pas les mêmes enjeux ni les mêmes besoins. Le feed, on voit qu'on a un fort besoin de data, d'expertise data, pour récolter un grand volume d'interactions des utilisateurs et puis en faire un algorithme qui est capable de mettre en avant certains contenus plutôt que d'autres. Et donc il y a aussi la complexité au niveau du front pour traquer toutes les interactions de l'utilisateur. Comment je fais pour peut-être éviter trop de requêtes, pour fédérer tout ça et que l'application reste fluide, etc. Le profil à côté, ça va être, ici on est plutôt sur quelque chose d'assez classique, une application comme on en connaît beaucoup, mais c'est par contre une grosse partie de l'application, il y a beaucoup de features. Il faut qu'on puisse mettre en avant tout un tas de choses, les expériences professionnelles, l'éducation, les photos, etc. Et puis à côté, on a le chat, où cette fois-ci, on est sur des problématiques un peu différentes, puisque c'est un système distribué. On a un fort besoin de résilience. On est sur de la messagerie instantanée, donc on ne peut pas non plus se permettre, en pleine conversation, d'avoir d'un coup 1 minute pour délivrer le message à l'utilisateur. Et en fait, cette entreprise, elle se retrouve dans un cas, notamment si elle grossit, si peut-être elle commence à avoir de la croissance, à recruter des développeurs, on arrive sur une équipe qui fait peut-être 25 personnes, ça commence à être difficile de travailler en une seule équipe. Ça, couplé avec les différents enjeux des différentes parties de l'application, on est typiquement dans le cas d'une entreprise qui peut envisager une approche micro-front-end pour séparer son application. Et donc, cette histoire, ça va être un petit peu le fil conducteur et ce qu'on va garder en tête pour parler de l'approche dont je vais parler un petit peu plus en détail juste après. Donc moi, je m'appelle Benoît Averti, je suis développeur full stack chez Zenica à Rennes. Vous pouvez me retrouver sur ces différents réseaux et sur Internet. Et donc je vais vous parler de tout ça, de micro-front-end et de l'approche que j'ai testée, qui est un petit peu différente de ce qu'on peut voir régulièrement. Alors d'abord, pour quelles raisons? Et là je vais détailler un petit peu ce que je viens de présenter finalement. Pour quelles raisons on voudrait utiliser cette approche de micro-front-end? La première raison, pour moi la plus importante, et celle sur laquelle il faut s'interroger en premier lieu, c'est quand on a un produit, du point de vue de l'utilisateur, mais qu'on veut répartir entre plusieurs équipes. Et ces équipes, elles vont développer à leur rythme, elles vont peut-être avoir des contraintes différentes, des technologies différentes. Donc
pour répartir un produit entre plusieurs équipes, l'approche micro-front-end peut répondre à ce besoin, tout comme les microservices avaient permis de répartir différentes parties d'un back-end entre plusieurs équipes. La deuxième raison, c'est de répartir un produit entre plusieurs technologies. Dans certaines entreprises, plutôt grosses entreprises, des groupes historiques qui ne sont pas forcément des entreprises informatiques, on a parfois plusieurs technos qui ont émergé dans différentes parties de l'entreprise, et on peut se retrouver à avoir un produit qu'on veut reconstituer à partir de plusieurs technologies. Plus fréquemment, on a aussi les problématiques de migration. Si j'ai tout mon produit en Vue 2, je vais peut-être passer à Vue.js 3, je ne vais peut-être pas le faire d'un seul coup. Et Vue 2, Vue 3, c'est similaire, mais c'est suffisamment différent pour que ça soit parfois du tooling différent, des applications en fait différentes, et qu'on va pouvoir réunir en un seul produit à la fin du point de vue de l'utilisateur. Et donc en fait, les micro-front-end, c'est un peu la suite de ce qu'on a déjà observé dans l'industrie, où on avait des applications qui étaient plutôt découpées entre le front, le back, parfois même une troisième équipe pour tout ce qui était data, ops, etc. Et on a eu les microservices au milieu, c'est ce qui a permis, côté back-end, de répartir ça plutôt entre plusieurs équipes, en réunissant les microservices plutôt par domaine métier ou par domaine d'expertise spécifique dans les équipes. Mais on avait encore ce monolithe front-end, on va dire, qui était un point de couplage de l'application et qui forçait un peu toutes ces équipes à collaborer indirectement, parce que c'est parfois plutôt l'équipe front qui devait collaborer avec tout le monde. Et le micro front-end, c'est un peu l'aboutissement de ça, et ça va permettre en fait de découper complètement une application verticalement en fait en domaine métier, plutôt que selon des contraintes techniques en fait. Donc là, dans notre exemple, par exemple, on pourrait avoir une équipe feed, une équipe profil, une équipe chat, et ces trois équipes sont idéalement entièrement libres et découplées et indépendantes. Donc le dernier point de couplage, qui était le front, est éliminé aussi. Comment on fait en 2025 pour faire des micro-front-end? Il y a beaucoup de ressources que vous pouvez trouver sur Internet là-dessus. Ça implique souvent ce qu'on appelle un shell, avec un framework front, qui va être un petit peu le composant central, qui va être responsable d'orchestrer les autres micro-front-end, qui va être responsable de faire le routage, et puis d'assembler des morceaux d'application en une seule application finale pour l'utilisateur. Donc ça peut être fait de différentes manières, mais il y a souvent un framework front. Ça peut être l'un des frameworks dominants ou quelque chose de dédié pour ce besoin-là. On retrouve aussi souvent des web components, qui est un peu la brique qui permet de faire du multi-techno, parce que c'est quelque chose de standardisé au niveau du web, ce qui fait que une application, enfin, des composants Vue.js peuvent être convertis en web component ou encapsulés dans du web component. React, pareil, ou même quelqu'un qui ferait une application un peu Vanilla.js va pouvoir faire un web component à la place. Et donc c'est ça qui va permettre à la fin, dans notre application multi-techno, de fonctionner dans une seule page dans le navigateur. Et puis après, on a des outils comme les import maps ou module fédération pour éviter de télécharger plein de fois les mêmes bibliothèques. Si on a plusieurs applications React qu'on met dans une seule application, on veut éviter au moins en tout cas de télécharger et d'exécuter plusieurs fois React. Et puis il faut du tooling aussi pour le développement, comment je démarre mon application et pouvoir l'observer dans son écosystème, intégré avec les autres. Souvent ça implique aussi du tooling en local. Donc ça vient avec une certaine complexité. Toutes les entreprises ne peuvent pas se le permettre, ou en tout cas c'est pas un chantier qu'on attaque à la légère. Pourtant, dès qu'on a deux équipes, on pourrait déjà tirer du bénéfice d'une approche comme celle-ci pour découpler ces deux équipes et commencer sur de bonnes bases une entreprise qui commence à grossir et à scaler. Donc, dans cette conférence, ce que je vous propose, c'est de repartir un peu de zéro, recréer un socle de micro-front-end, et on va essayer de ne pas se diriger trop a priori vers l'état de l'art. Le but, c'est commencer simple, ajouter petit à petit de la complexité, et ce qui va permettre en fait de comprendre cette complexité, de la questionner, de voir un petit peu à quoi servent chacune de ces briques que j'ai mentionnées. Et avant de démarrer, je voudrais faire un petit disclaimer. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est pas un retour d'expérience. J'ai pas eu l'occasion de tester cette approche en entreprise sur un produit à échelle industrielle avec des utilisateurs et
un chiffre d'affaires, on va dire. Donc c'est plutôt un POC, une Proof of Concept, qui va me permettre de passer certains messages que je résumerai à la fin, qui me tiennent à cœur depuis quelques années. Donc si jamais je motive certains d'entre vous à tester ces choses-là, ça me rendrait très heureux, mais voilà, il faudra faire aussi vous-même le travail de continuer cette démarche pour prouver en environnement industriel que ça fonctionne. Deuxième chose, j'ai développé et testé un peu toutes les approches que je vais vous présenter. Donc voilà, c'est quand même vérifié, c'est pas juste de la spéculation, mais je montrerai assez peu de code, notamment pas de code back-end, c'est pas le plus intéressant dans ce genre d'approche. Donc je vais plutôt montrer quelques petits morceaux de code, mais voilà, c'est pas une conférence où on parle beaucoup de code. Alors c'est parti. Quel cahier des charges, quelles fonctionnalités clés pour ce socle de micro-front-end qu'on va réimplémenter ensemble. Donc les deux premières, c'est déployer indépendamment, développer indépendamment. Je l'ai mentionné, pour moi c'est le plus important dans les micro-front-end, c'est de séparer deux équipes et de leur donner la liberté totale sur la façon dont elles vont déployer, à quel rythme, à quelle fréquence, même sur quelle infra potentiellement. Évidemment, ça ne sera jamais 100% indépendant, mais le plus possible. Deuxième chose, il va falloir qu'on puisse découper notre application, notre produit, plus finement que page par page. Donc potentiellement, on peut avoir un utilisateur qui se retrouve face à son écran de navigateur, et sur cet écran, il y a deux ou plus micro-front-end à la fois. Les micro-front-end, ils doivent pouvoir communiquer, même si bon, le découplage fait que ça ne doit pas arriver non plus trop, il faut quand même potentiellement que certains micro-front-end, si on en a deux sur la même page, il y a forcément des cas d'usage où ils vont avoir besoin de se passer de l'information. Ça va être quelque chose d'important qu'on va regarder. Le multi-techno, je l'ai mentionné, notamment dans les cas de migration technologique, c'est important de pouvoir y aller progressivement, micro-front-end par micro-front-end. Et enfin, le server-side rendering. Il y a sûrement certaines personnes dans la salle qui savent que c'est un sujet important pour moi. C'est pas que pour faire du SEO. Et donc, je vais aussi regarder un petit peu cette approche. Est-ce qu'elle permet d'aller vers ce genre de technologie et de méthode, en fait, en tout cas. On va commencer par la base, comme ça. Donc la base pour notre socle de micro-front-end, on va commencer par quelque chose d'extrêmement simple, c'est un reverse proxy et plusieurs applications derrière. Est-ce qu'il y a dans la salle des gens qui travaillent dans un très grand groupe? Un grand groupe et qui font du front là-dedans? Pas mal de gens. C'est quelque chose qu'on voit aussi parfois en PME. Ça, c'est l'approche la plus basique. On a plusieurs applications front, derrière un micro-front-end. Moi, j'ai travaillé pendant un moment chez Groupama, pour Groupama, chez G2S, et on avait par exemple tout simplement le site public, le site vitrine de Groupama. C'est pas la même application que le formulaire de contact, c'est pas la même application que les tunnels d'acquisition pour faire un devis, par exemple. Mais il n'y a pas tellement de socle autre qu'un reverse proxy qui fait qu'en fonction de l'URL sur laquelle vous arrivez, vous n'êtes pas sur la même application, et pourtant, l'internaute lambda, il voit que c'est la même URL, c'est groupama.fr, donc pour lui, c'est la même application. Donc on n'y pense pas forcément en ces termes, mais en fait, c'est déjà des micro-front-end finalement. Donc comment ça fonctionne? On va juste faire pointer notre nom de domaine vers ce reverse proxy, et en fonction, après, alors il y a diverses stratégies, mais par exemple ici, si on a une requête vers l'URL /feed, le reverse proxy va simplement router la requête vers le microservice, enfin vers l'application feed, et puis ça va la charger dans le navigateur, et là, je sais pas, c'est peut-être une application React, et après elle fonctionne comme d'habitude. Si par contre, je fais une requête vers /profile, là je vais arriver sur une autre application, qui est peut-être cette fois-ci une application vue, ou une application HTMX, et elle va fonctionner aussi en isolation une fois qu'elle est chargée, quoi. Donc on a déjà deux applications. Tout ce qu'on doit faire, c'est gérer ce routage. Donc là, il y a plusieurs stratégies. Déjà au niveau de l'outil, moi j'ai choisi Spring Cloud Gateway. Ça pourrait être Nginx, ça pourrait être Kadi, ça pourrait être Apache, ça pourrait être n'importe quel... Enfin voilà, ça c'est quelque chose pour le coup qui existe depuis 30 ans, plus. Un serveur qui s'est routé en fonction de la requête. Il faut juste choisir une stratégie, soit on a un routage préconfiguré qui va être plutôt simple à mettre en place, ou on a du service discovery qui va permettre cette fois-ci encore plus d'indépendance au niveau des micro-front-end, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un endroit qui connaît toutes les URL. Et par contre, bon, le prix, c'est aussi qu'on a plus de conventions à mettre en place pour que le service discovery donne des URL un peu cohérentes.
Là où, côté routage préconfiguré, on est complètement flexible, on peut router comme on veut, même avec des sous-domaines, des headers, des query paths, voilà, n'importe quoi. Mais ça, c'est un problème qui est largement connu et documenté. Ça existe déjà quand on fait des microservices. Quand un front appelle une API, on a déjà à dire, OK, mais vers quel microservice je vais, quoi. Donc, tout ça, c'est hyper connu et finalement, on a des choix à faire, mais c'est pas quelque chose qui est nouveau et ça prédate en fait le concept même de micro-front-end. On a aussi déjà des impacts sur le développement. Et en fait, ça a beau être primitif comme socle de micro-front-end, mais on a déjà certains challenges qui vont être un peu inhérents à l'approche, notamment le fait qu'on a une bibliothèque graphique à implémenter. Si on veut que tous nos micro-front-end soient harmonieux visuellement, il va falloir qu'on fournisse à chaque équipe un moyen de faire quelque chose d'harmonieux, sans qu'ils aient juste à aller voir les voisins pour dire bah, « Attends, ça ressemble à quoi ton truc ?» et moi je vais faire la même chose. Donc il faut une bibliothèque graphique, souvent on appelle ça un design system. Et dans un cas de micro-front-end, ce design system doit marcher avec toutes les technos utilisées dans l'entreprise, ou dans le produit en tout cas. Donc typiquement, si vous faites du Vue et du React, il va falloir des composants Vue et des composants React, probablement qu'il y a un socle pur HTML, CSS, et puis des wrappers. En tout cas, c'est déjà quelque chose d'assez complexe. Donc c'est vrai que si on a deux équipes, on peut peut-être s'arranger sans, mais après, on va être obligé de gérer ça de manière efficace. Et l'autre impact, qui est finalement pas vraiment technique, c'est la granularité et les frontières entre les micro-front-end. J'avais une appli, je vais la couper en deux. J'ai rien à faire parce que c'est juste reverse proxy, mais par contre, à quel endroit je coupe? Telle feature, elle fait partie de quel micro-front-end? Et ça, en fait, je pense que c'est d'ailleurs le problème le plus complexe quand on fait des microservices, des micro-front-end, c'est où est-ce que je découpe? Bien souvent, quand on a fait des microservices alors qu'on n'en avait pas besoin et sans trop penser à ce genre de problème, en fait, on fait un microservice par feature. Et alors là, la complexité explose, mais bon, voilà. Le sujet, de la même manière, c'est quelque chose qu'on va devoir faire si on fait des microservices, si on fait des micro-front-end. Et dès le deuxième micro-front-end, il faut choisir à quel endroit on découpe. Donc ça, c'est une approche qui est très simple, très efficace. Ça peut déjà répondre à certains besoins. Il ne faut pas forcément disqualifier cette approche. On a quelque chose qui fonctionne, mais qui est limité. Donc, l'avantage principal, c'est que ça marche avec toutes les stacks techniques. Vous pouvez faire ce que vous voulez. A priori, si c'est une application web, ça peut passer à travers un reverse proxy. Il n'y a pas de problème, ça va fonctionner. La complexité est très faible, je vous l'ai dit. C'est juste un reverse proxy et des applis qui n'ont pas changé par rapport à avant. Par contre, ici, on est limité à un micro-front-end par page. On l'a vu, le seul moyen de passer sur un micro-front-end, c'est que le navigateur fasse une requête de documents pour passer par le reverse proxy et arriver dessus. Donc, j'ai aucune solution pour l'instant pour combiner les deux micro-front-end en une page. Et le corollaire de ça, c'est que pour naviguer d'un micro-front-end à un autre, je vais devoir faire un lien pour que le navigateur recharge un autre micro-front-end, et donc je vais avoir un rechargement complet de la page. Donc potentiellement perdre de l'état local, et en plus il y a ce petit clignotement là, quand le navigateur, pour peu que le processeur soit occupé à faire autre chose en attendant, la page elle va être blanche brièvement, ça se voit. Et en fait, ces deux limitations, elles sont beaucoup trop fortes pour la crédibilité de l'approche, malheureusement. En plus, ça ne ferait pas une expérience très intéressante pour aujourd'hui, parce que là, jusqu'ici, je parle de choses qui existent depuis plus de 30 ans. Mais voilà, ça c'est des limitations. Et d'ailleurs, c'est ces mêmes limitations qui nous ont envoyé dans la trajectoire des single-page applications, plutôt que de faire des applications à l'ancienne, où on clique sur des liens, on soumet des formulaires, etc. Donc, ça ne va pas suffire, et il va falloir qu'on réfléchisse à une façon de résoudre ces limitations-là. Il va falloir rajouter une couche d'abstraction, une couche de complexité. Donc c'est plutôt là que mon expérience commence et que je vais vous présenter ce que j'ai fait pour cette conférence. Alors il y a deux approches pour résoudre ces limitations. Enfin, il y en a peut-être plus, mais deux que je connais. Soit on utilise 10 mégas de JavaScript, c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure, un framework, module fédération, webpack, vite, tooling, etc. Ou alors on aurait pu se dire, on pourrait améliorer HTML, permettre à HTML de charger un morceau de page plutôt qu'une page entière, permettre à HTML de faire autre chose que des liens et des formulaires en termes d'interactivité.
Mais bon, voilà, on le sait, aujourd'hui, on a créé Angular, on a créé React, on a commencé par jQuery, mais enfin voilà, beaucoup de JavaScript, et aujourd'hui, les frameworks réimplémentent notre navigateur, en fait, avec du routage, avec de la gestion de cache, les requêtes sont plus faites par le navigateur, mais par du code JS, etc., etc. Si je le présente de manière un petit peu plus claire, le cœur de notre problème, ce sont les limitations d'HTML, le fait de recharger une page en entier, le fait de devoir interagir uniquement avec des liens ou des formulaires. Et donc, plutôt que l'approche JavaScript qui est bien connue, moi je voudrais vous montrer une autre approche, celle que j'ai testée, et c'est cette approche-là qui fait le titre du talk, et donc sans doute la raison pour laquelle vous êtes là, c'est HTMX et le concept d'application hypermédia. Mais juste avant de parler de ça, je voudrais quand même creuser c'est quoi le problème en fait avec l'approche JavaScript? Pourquoi on voudrait moins de JS? Dans le navigateur, je précise, il y a côté serveur, pas d'impact si vous faites du Node. Alors, déjà, pour la planète, moins de JavaScript, c'est moins de data transférée. Les frameworks, c'est gros aujourd'hui, mais à la limite, ça, c'est pas forcément l'argument principal, c'est plutôt l'obsolescence des terminaux. Faire beaucoup de JS, ça fait que les frameworks se modernisant, probablement que mon PC aujourd'hui, il aura du mal à faire tourner les applications qui seront codées dans 10 ans, quoi. Donc je devrais le remplacer. Et c'est plutôt là l'impact sur la planète, pour le coup, qui est assez énorme. La deuxième chose, c'est pour l'expérience utilisateur. Trop de JavaScript, ça commence à pénaliser l'UX, alors que le but, c'était au début de l'améliorer. Déjà, c'est la stabilité. Plus vous avez de code JS dans votre application, plus il y a une surface potentielle pour des bugs. Il y a aussi des problèmes si vous êtes dans le train, sur un vieux Wi-Fi, vous n'avez peut-être pas la fibre dans votre campagne, comme c'est mon cas. Et donc, ça permet aussi d'être plus rapide, d'avoir un petit peu moins de JS et d'obésité dans le navigateur. L'autre, c'est l'inclusivité, l'accessibilité notamment. Pareil, plus on a de JS, plus ça va être un gros effort de travailler sur l'accessibilité. C'est pour ça que les plus grosses entreprises font des applications qui marchent bien pour tout le monde, pour les personnes qui ont des handicaps qui peuvent éventuellement être plus difficiles pour elles d'utiliser des applications, mais toutes les petites entreprises, les moyennes entreprises ne mettent pas spécialement d'efforts là-dedans, et par défaut, une appli React, si vous ne faites rien, elle est pourrie en termes d'UX en fait. Alors que le navigateur, lui, il a déjà fait tout ce travail, mais il ne le fait que si vous le laissez faire. Et dernière chose, c'est pour le développeur. Alors, je précise que quand je parle de complexité aujourd'hui, je ne parle pas forcément de difficulté. Les frameworks modernes font que c'est assez facile de développer une application avec React, etc., même server-side rendering et tout. Par contre, la complexité, elle est bien là, elle est juste cachée. Et si vous maintenez une application dans le temps, vous savez que c'est parfois la galère de mettre à jour les librairies, c'est parfois la galère de faire marcher ensemble différentes versions qui ont évolué plus ou moins vite, des bibliothèques les moins connues qui arrêtent d'être maintenues, etc. Donc tout ça aussi, ça diminue si on utilise moins de JavaScript. Et pour creuser ça, je sais que en général, quand je parle de ce sujet-là, c'est pas convaincant dès la première fois. Donc je vous ai mis deux petits liens ici dans les slides que vous pourrez aller creuser pour comprendre un petit peu plus le sujet. Ceci étant dit, de quoi je parle quand je parle d'une application hypermédia? Alors, hypermédia, c'est une généralisation, on pourrait dire, de hypertexte. Le texte est un média. Et donc, hypertexte, c'est les deux premières lettres dans HTTP et dans HTML. Donc, une application hypermédia, en fait, c'est une application qui est basée sur l'échange de HTML avec le protocole HTTP. HTTP qui a été développé pour supporter le transfert de HTML. Et donc l'idée, c'est qu'on a un client générique, c'est le navigateur, qui va envoyer des requêtes HTTP à un serveur hypermédia, avec la manière la plus basique d'envoyer des données en HTTP, qui est les formes data, donc qu'on met dans le body d'une requête. Et le serveur va répondre du HTML. Et ce HTML, en fait, c'est ça. HTML, c'est notre hypermédia, parce que ça permet d'encoder donc des données. C'est ce qu'on va voir à l'intérieur. Je ne sais pas si j'ai un tableau, par exemple, HTML, dedans j'ai des données. C'est ça, en général, enfin, le cœur de l'application, c'est les données. Mais HTML, il permet aussi d'encoder un état, quelque chose de visuel. Donc, est-ce que c'est un tableau? Est-ce que c'est un formulaire? Est-ce que tel bouton il est activé, désactivé? Est-ce que tel lien est présent? Dans quel ordre sont les choses? Tout ça, on peut l'exprimer en HTML, versus un objet JSON, par exemple. Et surtout, le HTML permet d'encoder des actions. On a des liens. Le navigateur sait que si on met une balise A dans HTML, c'est quelque chose qui doit être cliquable et qui va déclencher une requête. Pareil pour un formulaire. Et donc en fait, c'est un peu un livre dont vous êtes le héros, le HTML.
on décrit des choses, et on décrit aussi qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc c'est ça qui fait que le client, il n'a pas besoin de connaître par avance la forme des données et qu'est-ce qu'on doit faire avec. Ça serait votre programme JS. Dans une application hypermédia, il n'y en a pas besoin parce que le navigateur, peu importe le HTML que vous lui passez, il sait l'interpréter et il sait en faire une application. C'est ça une application hypermédia, c'est une application qui est basée sur cet échange de documents HTML qui encode à la fois les données, à la fois les actions qu'on peut faire avec ces données. Alors, pourquoi il y a plein de gens, je suis sûr, qui n'avaient pas forcément entendu parler de ça avant. Pourquoi? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, HTML est trop limité. Il y a 2 éléments interactifs, c'est le lien et le formulaire, c'est pas beaucoup. Et c'est aussi, il y a une seule manière de changer le visuel, c'est de recharger un document complet et de remplacer le document d'avant. Ces 2 limitations, c'est là que HTMX entre en jeu. HTMX, c'est une bibliothèque JavaScript qu'on va inclure dans sa page, donc avec un tag script, tout ce qui est de plus classique. Et HTMX, ensuite, il va lever ces limitations de HTML. Donc on ne code pas de JS après avec HTMX, c'est pas un framework. Vous voyez plutôt ça comme un polyfill qui va faire que d'un coup, HTML n'a plus ces limitations dont on vient de parler. Mais le cycle reste un peu le même. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un événement du DOM qui émet un événement. HTMX détecte cet événement. Il va faire une requête HTTP. Cette requête, elle va arriver sur le serveur qui va répondre du HTML, notre fameux hypermédia. Et ce HTML, il va être utilisé pour mettre à jour le DOM. Sauf que cette fois-ci, on n'est pas obligé de remplacer intégralement la page par ce HTML qu'on a reçu. Et donc en fait, on conserve cette approche orientée document et HTML, mais on peut déclencher des requêtes plus librement, à peu près sur n'importe quelle interaction avec n'importe quel élément de la page. Et puis on peut utiliser seulement une partie de la réponse, pas forcément l'intégralité du document que le serveur nous répond. Et surtout, on peut l'insérer sans remplacer la page actuelle intégralement. On peut remplacer un bout du DOM, on peut insérer quelque part, on peut même supprimer, pourquoi pas, un bout du DOM en réponse à une requête. Donc on va voir qu'on n'a plus toutes ces limitations. Et là-dessus, pour plus de détails sur ce qui est possible de faire avec HTMX, je vous invite à regarder ma conférence de l'année dernière, ici même, ou d'aller sur mon site et de regarder les articles et les conférences qui traitent du sujet. Je vous montre quand même rapidement à quoi ça ressemble. Ici, on a un formulaire. Ce formulaire, on voit qu'on a plus d'attributs que ce qui existe nativement en HTML, qui vont permettre de décrire plus de choses que simplement des formulaires et des liens. Donc là, on a un formulaire qui va déclencher une requête au moment de la soumission de ce formulaire, c'est le hxTrigger égale submit. Et cette requête qui est déclenchée, ça va être un post sur l'URL /connexion. Dans cette requête post, on va inclure en paramètre tous les inputs qui sont à l'intérieur du formulaire, c'est le hxinclude. Et ensuite, le résultat de cette requête, ça va être, on va l'insérer avant la fin de l'élément qui a pour ID result. C'est le hxSwap, before end, avant la fin, hxTarget, la div ID result. Donc on voit qu'ici, on peut envoyer une requête sur un serveur, il va nous renvoyer, alors ici en l'occurrence c'est un tableau, l'ID result, donc probablement que le serveur va nous renvoyer une ligne de tableau, TR, et on va l'insérer dans le tableau, et on aura une interactivité. Je ne vais pas creuser beaucoup plus HTMX et ce qu'il est possible de faire avec, parce que ce n'est pas le sujet de la conférence, et vous allez voir qu'en plus on n'utilise même pas tellement beaucoup des fonctionnalités d'HTMX pour notre sujet qui est, je le rappelle, les micro-front-end. Comment on fait avec cette approche hypermédia pour charger un micro-front-end au sein d'une page? Ici on a une page, donc c'est du HTML, il y a un body, et au milieu de cette page, on a une div vide. Et sur cette div, on va dire hxTrigger load, ça veut dire au chargement de la page, ou au chargement de cette div en tout cas, HTMX va déclencher une requête. Quelle requête? hxget/chat. Donc je vais charger un autre micro-front-end du coup. Et je vais hxSwap outer HTML, ça veut dire que je vais prendre la réponse du serveur et je vais le mettre à la place complètement de cette div vide. Donc cette div, au chargement, va être remplacée par quelque chose qui vient de /chat. Donc comment ça se passe sous forme d'un diagramme de séquence? Le navigateur, au début, on arrive sur notre réseau social, donc /feed. Le reverse proxy, qui est toujours là, nous envoie vers le micro-front-end feed. Ça arrive jusqu'au navigateur, et c'est là que le navigateur se dit « Ah tiens !» Alors avec l'aide d'HTMX pour l'instant, le navigateur se dit « Tiens, hxTrigger load, hxget chat », donc il part cette deuxième requête vers le chat. Ça part cette fois-ci sur le micro-front-end chat, puisque le reverse proxy a vu le chemin, et ça arrive dans le navigateur, et puis c'est remplacé, et pouf, notre chat est arrivé au milieu de la page. Alors pour que ça marche, j'ai un peu simplifié
ce diagramme, on va regarder ce fameux micro-fontaine chat. Qu'est-ce qu'il répond en fait? Eh bien, il répond une application web du HTML. On est sur l'approche hypermédia. Dans ce micro-fontaine chat, on a un document, on a une div chat MFE, donc un ID. À l'intérieur, j'ai tout le markup qui permet de charger mon chat. Mais j'ai aussi, et c'est là que le concept d'hypermédia prend tout son sens, j'ai aussi dans ce document, j'ai pas que le body, j'ai aussi un head avec dedans un script et une feuille de style par exemple. Et avec l'aide d'une petite extension officielle HTMX, eh ben, ce script et ce link ils vont aussi être insérés dans le head du document que j'avais. Et donc le script et le CSS du micro-fontaine sont aussi chargés. Donc j'ai pas besoin, moi, dans mon micro-fontaine feed, j'ai pas besoin de savoir que le chat a besoin d'un script et d'un CSS, j'ai juste besoin de lui faire la requête, et en HTML, je sais déjà exprimer qu'il y a un body, mais il y a aussi un script et un CSS, ça va être inséré au bon endroit, et tout va fonctionner comme on s'y attendrait. Donc ça, c'est le chargement du micro-fontaine, et je vous montre la démo un peu plus tard. Alors, une fois qu'on a fait ça, comment on va communiquer? On n'a pas de shell, on n'a pas de stack techno, il n'y a pas de socle micro-fontaine à proprement parler dans le navigateur. Mais bon, le navigateur c'est déjà un socle en fait, donc déjà toutes les techniques de base qui marchaient déjà continuent à fonctionner. C'est-à-dire que quand j'avais des micro-fontaines séparées en deux apps, je pouvais déjà utiliser, comme le reverse proxy, il a un avantage, c'est qu'il met tout derrière le même nom de domaine. Donc le navigateur, lui, se dit, ok, oui, c'est sûrement la même appli, donc on peut mettre du local storage, ce qui va être partagé, on peut mettre des cookies, on peut utiliser l'URL pour faire des queries param, stocker un état dans l'URL. Voilà, tout ce qui... La plateforme web, en fait, fonctionnait déjà avec les applis, et ça continue à marcher, même si les micro-fontaines sont chargées en même temps. Mais la deuxième approche qui marche une fois que les deux sont chargés dans la même page, c'est la communication par événement. Et là encore, on a déjà tout dans le navigateur. Un navigateur, il a une interface qui s'appelle Event Source, je crois. Et Event Source, on peut y dispatcher des événements et on peut y ajouter des Event Listeners. Tous les éléments du DOM en sont, mais il y a aussi documents, window, et puis on peut en créer un comme on veut, quoi. Donc en fait, comment on peut faire pour communiquer entre deux micro-fontaines en mode push, c'est-à-dire que c'est le micro-fontaine qui choisit le moment où il va se passer un truc. Et ben, on peut avoir ici, par exemple, en haut, on peut imaginer un micro-fontaine de, je sais pas, React, qui va faire en JavaScript un événement, myelement.dispatch event, et puis on peut créer un custom event, on lui donne un nom, et puis surtout, on peut y ajouter, ici, vous voyez, il y a un petit champ détail, donc on peut aussi ajouter de la donnée sur un événement. Comme cet événement, il est à bubbles true, il va remonter dans le DOM, il va arriver sur window, ou document, et du coup, bah, n'importe quel micro-fontaine qui est sur la page, il peut aussi mettre un event listener. Ou, dans l'approche HTMX, hypermédia, on peut aussi faire un HX trigger, business connected to user from body. Donc ici, HTMX va aussi se rendre compte qu'il y a un événement, et en HTML, en hypermédia, on avait déclaré que cet événement devait déclencher une requête. Donc on a communiqué vers un micro-fontaine, éventuellement HTMX. Et puis ça va déclencher une requête, hxget/chat/new, en y envoyant dedans, alors bon, la syntaxe là n'est pas très belle malheureusement, j'espère que ça avancera, mais le détail de l'événement, la donnée qu'on avait véhiculée avec notre événement, on peut aussi l'utiliser dans le micro-fontaine. Et donc, les micro-fontaines communiquent. Alors, petite démo. Hop, je ne vais pas changer l'écran parce que c'est galère, mais je vais essayer de faire en sorte que ça marche. Donc, première chose, les micro-fontaines. Je vais rafraîchir la page. Alors oui, je vais enlever le plein écran, ça sera mieux. Donc ici, on voit qu'on est sur localhost /feed. Donc j'ai chargé mon micro-fontaine ici au début, vous voyez. Si on regarde ici dans la réponse, alors bon, évidemment c'est minifié, donc ça ne se voit pas trop, mais si on regarde quelque part, on va voir un chat. Ah non, c'est pas là qu'il fallait chercher. Pardon. /feed. À l'intérieur ici, je fais CTRL F. Voilà. /chat. Voilà, donc on avait cette fameuse div, là, vous voyez, tout à droite, div hxget/chat. Donc on a bien reçu une première réponse avec une div vide et le fameux HTMX. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, j'ai eu normalement, voilà, au bout de, bon, j'ai chargé du JS et tout. Il y a juste le JS de HTMX qui fait 20 kg. Et par contre, ici, j'ai bien fait une deuxième requête vers /chat avec la réponse. J'ai simplifié tout à l'heure, mais vous voyez ici le body avec la messagerie,
les scripts chat.js par exemple. Et donc en dessous, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu à nouveau un petit voilà, chat.css et chat.js qui ont été chargés. Donc c'est là où toute l'approche est intéressante, c'est que le premier document, il a juste dit récupère chat, et c'est la réponse de chat qui a dit ah oui, mais il faut aussi chat.js et chat.css, et le navigateur a été les chercher. Donc là, on a vraiment un découplage total entre les éléments. Et ici, ça fonctionne. Je suis dans une première application, donc je peux accéder par exemple aux détails d'un post. Je peux cliquer ici. Donc là, par contre, je change de micro-front-end un peu racine. Je passe sur le profil. Donc j'ai eu cette fois un rechargement complet de la page, mais tout s'est reproduit pareil. Et donc on a cette fois de la même manière le chat qui s'est chargé. Donc on voit que ça fonctionne puisque le JS a été chargé, le CSS a été chargé, l'application fonctionne très bien. Donc le chat, en l'occurrence, c'est une application justement HTMX, avec du WebSocket et tout. C'est assez poussé, hein. C'est pas du tout limité à des projets jouets, quoi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est cette fameuse communication avec, entre micro-fontaines. Donc ici, je suis sur le profil d'un utilisateur, je vais dire je veux me connecter avec cet utilisateur. Je clique et hop, il s'est passé quelque chose dans le chat, qui est donc un autre micro-fontaine. Donc le chat, on voit qu'il a ici déclenché une autre requête. Et comment ça a communiqué? C'est qu'ici, au moment où la requête de connexion à un autre utilisateur est revenue, l'application Profile, qui est une application React, elle a dit trigger tel event, c'est remonté, et l'appli HTMX du chat a vu tiens, il s'est passé un truc, donc je vais faire une requête pour proposer d'entamer la conversation avec cet utilisateur, quoi. Donc voilà pour la connexion entre... Ouais, c'est tout ce que je voulais montrer pour cette démo. Donc on voit que ça fonctionne déjà pas mal. Et ce qui est bien, c'est que c'est toujours aussi simple. Il n'y a toujours qu'un reverse proxy et 20 kg de JavaScript. Il n'y a pas vraiment de stack pour ces micro-front-end. Il n'y a que des applis qui sont des applications hypermédias. Ou pas forcément d'ailleurs, mais en tout cas, toutes les applis sont hypermédias dans le sens où la première requête contient du HTML et du JS, quoi. Et en plus, on peut inclure en cascade. C'est-à-dire que si j'ai mon /chat, il avait lui-même une div hxget / un autre micro-front-end, ça aurait marché en cascade et on aurait pu... Voilà. Donc je peux inclure un micro-front-end dans un micro-front-end, je peux composer un peu comme je veux. Donc c'est génial, c'est très simple et ça marche plutôt très bien. Alors attention aux contraintes quand même. Pas avoir de socle, c'est bien pour la simplicité. Par contre, du coup, on n'a aucun outil technologique qui nous empêche de faire n'importe quoi. Il n'y a pas de shadow DOM pour éviter qu'un micro-front-end vienne pourrir un autre. Il n'y a pas de web component qui permettrait d'avoir des contraintes d'interface, du typage, des choses comme ça. Et donc, chaque micro-front-end est un peu responsable de toucher au DOM que dans sa zone à lui, quoi. Il n'y a pas d'outil qui va empêcher de le faire. Il n'y a pas de déduplication des dépendances aujourd'hui. Si j'ai deux micro-front-end qui utilisent React, ça va le télécharger 2 fois. Là, ça va encore, il y a du cache, mais ça va aussi exécuter React 2 fois. Et puis la gestion de l'URL, évidemment, il faut faire attention qu'il n'y ait pas deux micro-front-end qui essayent tous les deux d'utiliser le routeur avec une URL, quoi. Et puis un micro-front-end qui inclut un autre, il va être aussi responsable de ne pas le reset en faisant un re-rendu du div qui referait une requête, etc. Encore ça va, parce que du coup, avec les approches hypermédias, on a aussi pas mal de state qui est déplacé côté serveur, mais bon, il ne s'agirait pas de refresh tout le temps des bouts de la page, quoi. On peut ajouter tous ces outils, et je dirais presque l'avantage, c'est que du coup, on va les ajouter au bon moment, quand on en a besoin, et en attendant, on fait de la documentation, on utilise des conventions, on utilise des bonnes pratiques, etc. Pour que ça fonctionne, ça, du coup, on commence à avoir besoin aussi de contrats d'interface, puisque du coup, il faut quand même, pour inclure un micro-front-end, il faut quand même savoir quelle est son URL, et du coup, ça devient un endpoint HTTP complet, potentiellement un micro-front-end, pour l'inclure, on a besoin de connaître des paramètres, des query param, peut-être qu'il y a des cookies, des choses comme ça. Un peu comme si c'était un microservice back quand même. Sauf que l'avantage, c'est que ce contrat d'interface est uniquement la première requête pour le charger. Une fois que vous avez chargé un micro-front-end, avec l'approche hypermédia, c'est lui qui, direct dans la réponse initiale, ça vous dit tout ce qu'il est possible de faire dans les futures requêtes. Donc vous n'avez pas besoin de connaître X endpoint pour interroger comme pour un microservice back. Vous avez juste besoin de savoir c'est quoi la requête initiale à faire pour charger ce micro-front-end.
Et puis potentiellement, il faut aussi documenter les événements. Chaque micro-fontaine peut dire, s'il y a tel event, il va se passer ça. Et puis moi, quand il se passe ça, je vais lever tel événement, quoi. Mais tout le reste, c'est géré en interne par le micro-fontaine lui-même, avec le principe du hypermédia. Quand même, un inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de props. On ne peut pas re-rendre un micro-fontaine avec des propriétés. Voilà, ça se base sur la requête initiale et après, ils sont indépendants. Mais bon, on est sur une approche micro-front-end, c'est découplé. Normalement, il ne doit pas y avoir non plus des tonnes de trucs à communiquer entre chaque micro-front-end, quoi. Donc voilà pour l'approche. Et donc on va regarder quelques-unes des problématiques du cahier des charges du début. Premier, server-side rendering. Alors comment ça peut marcher? En fait, on va simplement changer un peu notre dynamique. Plutôt que ce soit le navigateur qui charge le micro-front-end dont il a besoin avec HTMX, finalement le feed, le micro-front-end du feed, il sait qu'il a besoin du micro-front-end de status, par exemple. Donc status, c'est ce qu'on voyait. Mince, il faut que je revienne là. C'est ce qu'on voyait tout en haut de la page, là, les notifications, l'avatar, etc. Donc le feed sait qu'il a besoin de ce micro-front-end. Finalement, au lieu de mettre cette div vide avec les instructions pour HTMX, il pourrait aussi très bien lui-même faire l'appel. C'est ce que font dans le monde des microservices, par exemple, ça se passe aussi beaucoup. Des fois, il y a des appels en cascade. Donc là, côté serveur, le feed peut très bien lui-même faire un get sur /status et l'insérer au bon endroit dans la page. Avec modulo la petite complexité qu'il faut aussi gérer les scripts et les CSS dans le head. Donc c'est un peu chiant, il faut réimplémenter un bout de HTMX en fait, mais ça se fait très bien, c'est pas non plus une complexité extrême. Et ça pourrait être une lib commune d'ailleurs. Donc voilà, on appelle le endpoint du micro-front-end qu'on veut insérer, au lieu de mettre la div pour HTMX. On insère le body au bon endroit, on ajoute les scripts, les CSS dans le head, et du coup, là, il faut gérer aussi la résilience, parce que autant côté client, si HTMX échoue à prendre un micro-front-end, on a quand même la page initiale. Là, il ne faut pas qu'un micro-front-end en cascade qui échoue fasse planter l'intégralité du rendu. Donc il faut commencer à penser circuit breaker, fallback, etc. Mais finalement, c'est pareil, c'est toujours des trucs qu'on sait faire si on fait des microservices en fait. Tout ça, c'est en fait HTMX, on ramène de la complexité côté serveur. Petite démo là-dessus. Alors, comment je vais montrer cette démo? C'est un peu compliqué de regarder dans le code HTML minifié, mais ce qu'on peut faire, donc ce que j'aurais voulu vous montrer, c'est que quand on fait un F5 ici, ah oui, alors non, ça, il faut que je change de... Si, ça marche. Dans la page initiale, alors ça marche que dans le feed, je crois. Là où je vous demande de me faire confiance, c'est que dans la réponse initiale au micro-front-end feed, on a déjà tout le HTML du status. Et je ne peux pas vous le montrer, c'est trop galère à trouver, mais par contre, ce que je peux faire, c'est bloquer l'URL de HTMX. Hop. Alors, je vais me faire un torticolis, mais c'est le jeu. On va bloquer toutes les URL qui contiennent HTMX. Hop, j'espère que j'ai pas d'effet démo, ça a planté, il fallait faire entrée, étoile, HTMX, étoile. Je coche, et là je vais faire un refresh. Et comme il n'y a pas d'HTMX, le chat n'a pas pu se charger, puisque c'est HTMX qui était chargé de regarder le div hxget machin et de charger tout ça. Mais par contre, on voit que le status en haut est toujours là, parce que c'était déjà rendu côté serveur. Et donc voilà, c'est visible par le SEO, il n'y a pas eu de lazy loading, il n'y a pas eu de spinner à mettre, il n'y a pas eu de potentiel plantage d'une deuxième requête réseau, etc. Voilà, donc ça fonctionne. Et qu'est-ce qu'il en est du développement? Quelle va être mon expérience de dev d'un micro-front-end dans ce contexte-là? En fait, un micro-front-end, c'est juste une application web. Donc c'est développé comme une application web. Il n'y a pas besoin de builder des web components, il n'y a pas de stack techno imposé, il n'y a pas besoin de compiler quelque chose comme une bibliothèque. Ça fonctionne comme une appli et il y a finalement assez peu de contraintes sur le développement. J'en ai parlé, c'est éviter de faire n'importe quoi avec le DOM en gros.
On le voit ici, j'ai chargé, donc vous voyez on est sur localhost 80-80, là où avant c'était 88-88. Donc là je passe pas par le reverse proxy, je suis sur l'instance du chat qui est déployée en dev. Et en fait, on voit que le chat c'est une appli comme une autre, c'est juste qu'elle a que le chat. Et elle fonctionne ici très bien. Donc ça fonctionne très bien et c'est assez confortable de se dire que comment je développe un micro front-end dans cette approche, en fait comme je développe mon application avant. Et potentiellement même au moment où on fait la transition vers cette approche, c'est aussi plus facile de passer là-dessus, quoi. Hop. Après, on peut avoir envie quand même de voir l'application globale avec les changements locaux de notre micro front-end. Et donc là, il faut entre guillemets remplacer le reverse proxy. Donc, par exemple, si moi j'inclus un micro front-end, je peux soit changer l'URL de ce micro front-end pour l'appeler directement sans passer par le reverse proxy, ou alors je peux utiliser un serveur de dev, typiquement par exemple Vite ou Webpack, enfin à peu près tous je pense, permettent de faire un serveur de dev. C'est fait plutôt pour appeler les API backend, mais en fait vous pouvez s'en servir comme d'un petit reverse proxy pour appeler les autres micro front-end. Ça marche nickel. Ou on pourrait même, pourquoi pas, lancer le reverse proxy en local. En général, c'est pas compliqué parce que c'est qu'un petit bout de composant réseau et on peut même venir après avec du tooling spécial, venir y changer les URL pour que ça pointe vers notre truc, etc. Le seul truc pénible, mais c'est la même chose, je pense, sur les autres approches, c'est en cas de server-side rendering, s'il y a un micro front-end qui est rendu côté serveur, ça va être difficile d'aller lui dire d'appeler notre... Enfin, pardon, s'il y a un micro front-end qui nous appelle côté serveur, qui appelle notre micro front-end, ça va être difficile de lui dire viens appeler mon truc qui est démarré en local. Mais on peut le faire quand même avec un peu d'outillage, créer des tunnels SSH vers de l'infra, des reverse proxy SSH. Il y a plein d'outils dont j'ai oublié les noms, mais qui permettent de faire ça. Et puis encore une fois, on a démarré simple et on ne sera pas garanti d'avoir rien à faire non plus en complexité. Alors pour aller plus loin, qu'est-ce que j'aurais voulu explorer et que j'ai pas pris le temps? Première chose, c'est que le reverse proxy pourrait lui-même gérer un peu le shell du document, en gros tout sauf le body, et inclure lui-même HTMX, pour éviter que chaque microservice ait besoin de l'inclure lui-même. On pourrait aussi utiliser une import map pour les dépendances, pour éviter de charger plusieurs fois une même bibliothèque front. Et le Shadow DOM pour éviter pour isoler un peu plus strictement les micro front-end, on peut aussi le réimplémenter à la main. On inclut ça en fait au bon moment. Les import maps, comment ça marche? En fait, on met un script dans notre page. Pareil, ça pourrait être géré au niveau du shell. Et puis on va lui dire, quand il y a besoin d'HTMX, voilà l'adresse. Et après, pour peu qu'on soit dans le monde des modules JavaScript, ça marche qu'avec les modules. Si je fais un import HTMX, ça va aller sur ce même module. Et donc si j'en ai plusieurs, il n'y aura pas besoin d'évaluer ce module plusieurs fois. J'aurais voulu vous faire une démo là-dessus. J'aurai peut-être le temps après, mais je voudrais garder un peu de temps pour les questions quand même. Mais ça fonctionne. Et notamment, je ne sais pas, ceux qui avaient l'œil le plus aiguisé ont peut-être vu qu'il y avait plusieurs fois dans le network un chargement d'HTMX. En utilisant cette petite import map, ça permet de l'avoir plus qu'une seule fois. Alors, HTMX, ça va encore, c'est 20 kg de JS, mais si vous commencez à faire du React, etc., ça va être important de ne pas l'évaluer plusieurs fois, notamment. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ça inclut quand même un petit couplage, parce que l'import map, il faut quand même la générer à un endroit, donc il faut une stratégie pour la créer. On peut merger différentes import maps, mais voilà, ça remet entre guillemets quelque chose qui doit être géré au niveau transverse, là où actuellement on n'avait que le reverse proxy, qui était notamment l'un des avantages de cette approche. Ça c'est ce qu'on vient de voir. Pour conclure, qu'est-ce que j'ai appris ou confirmé en tout cas en testant cette approche? Alors déjà oui, c'est un peu limité. J'ai essayé de mentionner les diverses limitations que j'ai vues. C'est un peu limité, mais c'est beaucoup moins complexe. Encore une fois, je ne parle pas forcément de difficulté, mais si vous êtes préoccupé par cette complexité toujours grandissante du web, ici on a vraiment économisé énormément de complexité pour finalement quelques limitations. Je trouve que le trade-off est extrêmement intéressant. Deuxième point, c'est quand même un autre paradigme. Faire du hypermédia, inclure HTMX, réfléchir échange de documents, ça demande un petit peu il faut s'habituer au début. Moi j'ai fait ce travail, mais
j'ai aussi un background de développeur back, en tout cas full stack. Ça nécessite un peu d'apprendre ce nouveau paradigme. Et aujourd'hui, le web ne se dirige pas dans cette direction, donc il faut faire un peu une démarche soi-même. Et surtout, la question que je me pose, du coup, c'est quel sens pour cette approche en isolation? C'est-à-dire, si vous avez 7 micro-fontaines React, est-ce que votre socle de micro-fontaine doit être en mode hypermédia? Est-ce qu'on ne va pas avoir un peu une collision entre les deux mondes, des trucs qui vont déconner? C'est le risque, à mon avis. Par contre, si vous avez 2 micro-fontaines React et 7 micro-fontaines HTMX qui sont déjà hypermédia et tout, là, je pense clairement, foncer, ça va être, ça va marcher nickel, quoi. Ou en tout cas, ça peut vous encourager aussi à coder certaines parties de votre appli en HTMX sans s'interdire que d'autres fonctionnent avec les stacks que vous connaissez très bien aujourd'hui. Et du coup, finalement, pour résumer tout ça, c'est un peu la scalabilité d'une application hypermédia. Donc, scalabilité au sens faire grossir une appli et faire grossir l'équipe qui la développe. Pour faire ça, j'ai l'approche single page application. C'est ultra complexe tout de suite. Dès le début, vous montez votre socle, ça va être compliqué et complexe. Par contre, effectivement, vous gérez tous les cas. Vous êtes sûr qu'il n'y a rien qui va vous bloquer plus tard. Mais en même temps, tous ces cas, ils sont fictifs pour l'instant, notamment quand vous démarrez une application. Là où l'approche hypermédia, ça permet de démarrer très simple. Et ce que je pense avoir montré, c'est que ça permet quand même d'aller très loin. Peut-être pas autant, mais très loin. Merci de m'avoir écouté. La liste de mes conférences, le feedback, c'est précieux pour moi, première fois que je donne cette conf. Et il nous reste 3 minutes pour les questions. Vous avez trop faim. Yes. Bonjour, merci pour la présentation. Quand on empile plusieurs micro-frontaines comme ça, vous disiez que les JavaScript et les CSS se mettaient tous dans le même header. Il n'y a pas du coup collusion entre les différents CSS qui ne seront pas forcément isolés. Du coup, ça ne peut pas amener des choses un peu bizarres. Ouais, ça fait partie de ce que je mentionnais, c'est qu'on n'a aucun outil qui permet d'empêcher ces collisions. Et donc, c'est chaque micro-fontaine qui va être responsable de dire, là, j'écris mon CSS, il faut que je fasse bien attention à ce qu'il touche que mon bout d'application. Et remarque, je peux presque montrer une bonne pratique. Si vous regardez, ah non, ça va être trop compliqué là, il faudrait que je vois le code source. Mais mes slides, c'est du Reveal.js. Et un truc qui m'a frappé, j'ai fait du CSS pour le thème Indiana Jones. Tous les styles CSS de Reveal commencent par .reveal, donc, et sont scopés dans une classe qui est même amie. Donc, on peut faire du CSS isolé. Ça existe, c'est pas... Enfin, c'est plus ou moins simple, mais par contre, effectivement, il n'y a aucun outil qui garantit que ça sera fait. Donc chaque équipe peut être responsable, bonne pratique, documentation et tout. Si c'est un problème, parce que peut-être il y a 27 équipes, là, va falloir commencer dans le socle à dire, OK, on met du Shadow DOM, on code un truc. Parce que, voilà. Donc c'est un peu, effectivement, l'une des limites, ouais. Eh bien, bon appétit.